Je vais passer la parole à Denis Herboteau, qui est chef de service de radiologie interventionnelle à Tours. Malheureusement, il n'y aura que des radiologues, quasiment que des radiologues interventionnels qui vont parler. Donc, il va nous parler de l'apport de l'interventionnel endovasculaire dans la prise en charge des malformations vasculaires de la face. C'est vrai que la prise en charge des malformations vasculaires de la face est un problème extrêmement compliqué, aussi bien qu'elles soient veineuses ou des malformations artérielles, et qui nécessite une association plus souvent des radiologues interventionnels et des chirurgiens. Denis. Merci beaucoup, je suis très fier, très honoré d'être invité dans cette auguste société. Et en fait, on pourrait appeler ça la place du radiologue interventionnel dans un centre référent pour le traitement des malformations vasculaires. C'est comment on va être l'interface dans ce traitement avec les chirurgiens, les pédiatres, les dermatologues. Et en fait, c'est exactement ce que vous disiez avant, on a exactement les mêmes problèmes. En fait, on est des chirurgiens hybrides qui fonctionnent en rayon X. Et on se sent beaucoup plus proche de vos soucis de bloc opératoire que l'on a que de soucis médicaux ou de radiologues. Alors les angiomes se divisent en deux groupes, c'est ça qui est important parce qu'on ne va pas intervenir de la même manière en tant que radiologue interventionnel. Il y a les malformations d'un côté qui vont être affluents, comme les capillaires, donc c'est rose, les capillaires, c'est à tache de vin, les veineux, c'est bleu, les lymphatiques, les flux rapides artério-veineux, c'est rouge, c'est chaud, et puis vous avez les tumeurs avec les hémangiomes, qui est la tumeur hyper fréquente du nourrisson. La sclérose va intervenir sur les malformations affluents, veineuses et lymphatiques, et l'embolisation, qui elle est vraiment par voie endovasculaire, pour les flux rapides. C'est une atteinte qui est fonction du compartiment vasculaire qui est hypertrophié, capillaire, veineux, lymphatique ou artério-veineux. Les centres référents vont surtout intervenir dans les formes complexes où tout est intriqué et on est souvent dans ces formes-là démunis, on a besoin d'être à plusieurs pour prendre en charge ces patients qui sont complexes. La clinique, 9 fois sur 10, on arrive à classer ces malformations. Les examens complémentaires, si on en fait, ils doivent être peu invasifs. C'est l'échographie, c'est l'IRM, l'artériographie que pour les artérioveineux et ne plus faire l'infographie, etc., etc. C'est vraiment très spécifique. Là, c'est un hémangiome, c'est une tumeur du nourrisson. On n'a pas besoin d'aller plus loin, de lui faire une IRM pour voir s'il y a une extension. Ce qu'il faut, c'est éviter que ça se transforme et le traitement, que ça évolue. Et le traitement, c'est quoi? Ça a été découvert par une équipe bordelaise qui l'a fait un tout petit peu plus rapide qu'une autre équipe française. Et l'équipe bordelaise, ils ont trouvé que les bêta-bloquants marchaient de façon remarquable. Et il n'y a plus d'autres traitements. On n'intervient plus. Maintenant, c'est devenu même un traitement test. C'est-à-dire qu'on se pose une question, on va mettre le propranolol et si ça ne régresse pas, ce n'est pas un hémangiome positif. Donc nous, on n'intervient plus. Alors les malformations capillaires, on rentre vraiment dans les malformations, versant capillaire. Le traitement, c'est soit vous masquez cette malformation, que vous pouvez le masquer avec un chapeau ou un maquillage, ou alors c'est du laser que l'on fait sur ces régions-là. Il y a des formes particulières comme la maladie de Randieu-Sler où ces télangiectasies vont entraîner au niveau nasal des saignements très importants. Et donc là, en collaboration avec le chirurgien ORL, en endoscopie, on va injecter chaque télangiectasie avec un produit sclérosant. Et vous voyez ici une télangiectasie. Alors pour les photos, on a pris une superficielle, mais il faut aller jusque dans les cornets. Et grâce à ça, on diminue énormément les saignements qui tuaient 20% de ces patients. La voie endovasculaire n'est plus réalisée parce que la cible, c'est la télangiectasie, c'est pas l'artère ni l'artériole. En revanche, il faut penser aussi à regarder parce qu'il peut y avoir des complications intracrâniennes où là, on va intervenir, mais c'est autre chose, c'est pas le sujet de la communication. Dans les malformations capillaires, vous avez aussi celles qui sont hypertrophiques, souvent en vieillissant, et ce qui vous donne des choses qui sont difficiles à supporter pour ce patient. Et en ponctionnant les différents pseudobotriomycomes qui sont en relief, en injectant un sclérosant, on arrive à faire nécroser ces malformations qui sont très laides et
à passer de quelque chose de très très laid à un patient, c'est laid, mais il va supporter mieux son handicap. Les malformations veineuses, c'est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus à avoir besoin d'un traitement. C'est ces enfants qui souvent ça se voit dès la naissance avec ces poches veineuses qui gonflent, qui sont très invalidantes, douloureuses. On peut avoir des petites formes comme celle-ci avec des extensions et c'est l'IRM qui va vous montrer cet hypersignal caractéristique des lacs veineux stagnants. La face, quand vous avez une malformation veineuse, il y a 40% d'anomalies de développement veineuse en intraparenchymateux, mais ce n'est pas grave. En général, il n'y a pas d'extension métamérique. Les indications thérapeutiques, vous en doutez, elles sont larges. Il faut maintenir les fonctions. Alors, pour les petites formes, c'est simple. Ça fait maintenant plus de 30 ans, on fait des scléroses. La sclérose, elle est toute simple. On ponctionne avec une aiguille 30 centièmes. On injecte les toxisclérols à 3%. C'est pas cher. Il n'y a pas de rayon. Le patient sort tout de suite après. Il est, alors vous voyez ici entre la première, la sclérose que vous avez et le résultat au bout de 3 semaines, il va y avoir quand même une période d'œdème, ce qui donne ce sourire à la patiente m'envoyait régulièrement les photos, on me dit écoutez ça ne va pas s'améliorer, elle dit si. Et on peut même avoir des petites croûtes noirâtres pour obtenir ce résultat et la plupart du temps une guérison. Ça marche très bien ces petites poches veineuses. Alors l'avantage c'est que si vous injectez à côté, le patient vous le dit tout de suite et ça vous évite de faire des nécroses. Alors que s'il est sous anesthésie générale, si vous bougez d'1 millimètre, vous injectez à côté pour avoir des grosses lésions. Alors c'est pas parce que c'est un petit geste qu'on ne peut pas avoir de grosses complications. Là, c'est une enfant qui avait une malformation veineuse commissurale, que vous voyez ici. Je l'ai injectée sous anesthésie générale et probablement mal comprimé sa veine faciale et elle a fait une thrombose de sa veine faciale qui, heureusement, n'a pas eu de retentissement oculaire. Donc, pas petit geste. On peut avoir des grosses complications. Ici, c'est passé pas loin. L'éthanol gel est un produit sclérosant plus puissant. On va faire la même chose. Vous voyez cet enfant avant et après 2 séances. Regardez l'hypersignal de ces lacs veineux sanguins avec ici des phlébolites à l'intérieur des poches puisqu'il y a des coagulopathies, ce qui chirurgicalement complexifie beaucoup de gestes puisque vous avez un saignement veineux et un saignement de coagulopathie. Donc plus on va diminuer en faisant des scléroses, plus s'il y a besoin d'un geste chirurgical de symétrisation, plus le chirurgien sera content. Ce qui a été le cas pour cette jeune fille où il y avait une atteinte labiale, où là, même en faisant disparaître les poches veineuses, eh bien, on ne va pas pouvoir obtenir une bonne symétrisation. Donc, dans ce cas-là, j'ai injecté de la colle dans les lacs veineux et notre collègue chirurgien a pu retirer ces lacs et faire une symétrisation du visage. Et attention aussi aux formes pièges, comme ici, c'est une poche veineuse, d'accord, mais de drainage d'une malformation métamérique intracrânienne. Alors maintenant, on arrive aux formes artério-veineuses, qui sont celles où on va passer par les vaisseaux pour les traiter. Et ces formes-là, ce sont des communications anormales entre des artérioles et des veines. Ici, vous avez la vraie malformation artériolo-vénulaire, donc les fistules sont ici. Il faut atteindre ici, la cible, elle est là. Il ne faut pas se tromper. Il faut bien différencier la fistule, qui est une communication bien large entre artère et veine, et là, on peut la traiter. Le premier, je veux dire, qui la voit, que ce soit un chirurgien qui fait une ligature au bon endroit ou un radiologue qui fait l'embolisation au bon endroit, on a une guérison. Alors que la vraie malformation artério-veineuse avec les micronidus, c'est jamais guéri. Pourquoi c'est plus dangereux? Puisqu'on a une évolution en 2 phases. Et cette évolution, elle peut arriver au moment de la puberté, des grossesses, mais aussi au cours d'un geste chirurgical ou par embolisation. Et on peut avoir des évolutions qui peuvent être catastrophiques, avec des ulcérations, des hémorragies. Ça peut même menacer le pronostic vital. Alors, vous voyez, ces petites malformations qui ressemblent à des petites lésions capillaires, on aura envie de faire du laser ou une petite sclérose, eh bien, il faut s'en méfier parce que c'est battant. Attention, potentiellement, ça peut devenir une catastrophe. Vous voyez ici, ça nous m'avait beaucoup marqué à l'époque, j'étais à Lariboisière chez le professeur Merlan. C'est ce jeune, on lui avait dit surtout pas de traumatisme, il a fait de la boxe.
Après, il y a des chirurgiens, on avait dit pas de chirurgie, qui ont voulu faire une chirurgie, ça a été une catastrophe. Il avait même eu du laser, ça s'est terminé par le décès. Et ça reste quelque chose où 20 ans après, 25 ans après, on se rappelle de ces patients-là. Et on essaye de faire très attention. Malheureusement, dans notre pratique, on continue encore à avoir ce type de complications. Évolution, c'est juste une jeune fille au cours de la puberté. Bon, voilà, il va falloir intervenir. Au cours d'une grossesse, c'est cette femme qui a une évolution catastrophique de sa malformation qui s'est mise à évoluer avec une fonte cutanée du scalp, chirurgie importante après embolisation importante, et vous verrez la suite. Et donc le but, c'est d'essayer de maintenir ces patients dans la phase calme, de les ramener de la phase agressive à la phase calme. Un exemple ici où ce patient saignait de façon très importante de la malformation artério-veineuse de son oreille, après embolisation, ça s'est calmé. Il n'est pas guéri, mais il est calmé. Ce patient avait une énorme malformation artério-veineuse de l'oreille avec une extension à la joue. Il saignait 2 litres simplement par le frottement la nuit de son oreille sur l'oreiller. Embolisation, chirurgie, embolisation, le résultat est bien, même là on est à plus de 20 ans après, mais il revient régulièrement parce qu'il a une énorme malformation hémifaciale que vous voyez ici sur cette artériographie. Et c'est un patient qui, tous les 2-3 ans, il vient parce qu'il a une insuffisance cardiaque, il est gêné, il ne peut plus monter 2-3 étages. Donc le but va être de diminuer le débit, mais en diminuant les communications, sans arriver malheureusement à le guérir. On peut les traiter par voie artérielle, le but c'est d'arriver ici. On peut les traiter par voie veineuse, il faut occlure ici. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire une occlusion proximale, car c'est une autre artère qui va reprendre en charge, ou faire une occlusion veineuse, car à ce moment-là, si vous faites ça dans le cerveau, vous faites saigner. Si vous faites ça au niveau périphérique, vous allez avoir une évolutivité qui peut être catastrophique. Il faut avoir tout ça, tout l'arsenal, et donc c'est pour ça qu'il faut toute une équipe avec des gens bien entraînés, des chirurgiens qui connaissent les pathologies et qui n'ont pas peur de certaines interventions qui peuvent être très compliquées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand la peau est atteinte, ça c'est le moment catastrophique, puisque la peau c'est un organe qui va avoir des poussées très importantes. Et vous voyez, ce patient, lui, n'a pas d'extension à la peau. On est en 2004 et on est en 2009. Vous voyez, la malformation sous-mentale a évolué. Il est fatigué. Vous voyez l'évolution progressive. Et là, on a décidé embolisation et c'est Dominique Goga qui a retiré le caste de la malformation pour lui redonner un visage moins baladurien, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous le voyez, là on est en 2020, il est moins fatigué que 10 ans plus tôt. On peut penser qu'on est peut-être à une guérison, mais la peau n'était pas atteinte, donc ça, le pronostic est totalement différent. Là, c'est un patient qui avait la peau qui avait été atteinte, plus de passage par voie artérielle, il avait un glaucome et il était très gêné, il était en train de perdre la vision, et j'ai pu ponctionner là où il y avait tout le collecteur artério-veineux et injecter mon sclérosant, et ça a été pendant 15 jours assez difficile, vous voyez, cette nécrose pour obtenir un bon résultat, et le patient est en phase de calme maintenant. La peau, si on peut, il faut l'enlever, et ça on peut faire c'est nos collègues chirurgiens qui le font, les ballons expandeurs, retirer la peau, des lambeaux libres, ça c'est une forme qui évolue très lentement, mais qui devient catastrophique. Le lambeau libre, très beau résultat, mais parfois ça ne suffit pas. Vous voyez ici, on retrouve Notre-Dame de tout à l'heure qui avait cette évolution catastrophique. Elle a eu plusieurs lambeaux, et tous ces lambeaux, malgré ça, ont continué à fondre, à disparaître. Elle a perdu la moitié de son visage. Alors on est très embêté, qu'est-ce qu'il faut faire pour une jeune fille comme ça en période pubertaire? On n'a pas de traitement. Le sirolimus, vous allez voir, qui est très efficace dans les malformations lymphatiques, là, est de mauvaise indication et même a tendance à faire une poussée évolutive, alors qu'au départ on trouve que ça l'améliore pendant 1 an, et après c'est une catastrophe. Les bêta-bloquants, oui, ça améliore, pas énormément, mais c'est pas du tout efficace sur très longtemps. Alors là, il y avait une patiente, je voulais vous montrer, ça a disparu, je ne sais pas, et qui 15 ans après l'exérèse complète de sa malformation artério-veineuse de l'oreille, a continué à évoluer.
On passe aux malformations lymphatiques. Les malformations lymphatiques sont les égouts du corps. Donc tout passe par les lymphatiques qui peuvent avoir des macrokystes ou des microkystes ou être des formes mixtes. L'échographie va vous montrer ces lacs de lymphe qui peuvent être un peu différents quand il y a des saignements intercrystiques. Et l'IRM va montrer de façon non invasive l'hypersignal avec les septa, avec une bonne extension en profondeur. Vous voyez ici un autre exemple. La sclérose a un rôle primordial car dans ces macrokystes, on ponctionne, on fait la cytologie, ce qui fait le diagnostic différentiel, et on injecte notre sclérosant, ce qui peut même se faire, vous verrez, là on ponctionne sous simple anesthésie locale. On ponctionne, on vide, on injecte le sclérosant. Ça se faisait déjà à la Rigoisière, c'était les premiers cas que je faisais sous le contrôle de M. Merland. Et vous voyez les résultats qu'on obtenait. Les premiers que j'ai fait à Tours, même chose, pour obtenir un résultat qui est très intéressant. Une extension paramédiastinale, et vous voyez ici la disparition, alors qu'avec la chirurgie, vous auriez eu une récidive dans 50% des cas. Et puis les T-blocs, on ne peut plus l'utiliser, il a été retiré parce que ce n'était pas rentable. Donc le laboratoire a eu la bonne idée de le retirer, ce qui nous a mis dans la difficulté. Il a fallu trouver un autre produit. Et donc les toxysclérols, c'est moins efficace, mais on peut le faire sans hospitalisation. Mais il y a des limites. Dans les formes mixtes, vous voyez ici, on va traiter les macrokystes. Il y a une trachéotomie, puis on est bien embêté parce qu'il y a cette extension microkystique qui évolue et malgré une glossectomie, on est très embêté. Et puis, ces formes anténatales qui, avant, on faisait une interruption thérapeutique de grossesse, il y a eu un refus des parents, et l'enfant est né par césarienne. Il a fallu ponctionner le kyste pour qu'il puisse sortir, et 6 heures plus tard, l'enfant avait reformé sa malformation kystique. Il l'avait reformé avec bien sûr une anémie, et là on m'a dit maintenant il faut faire quelque chose. Donc on peut vider, ça c'est sûr, donc c'est ce qu'on fait, mais on va vider 500 cc et après on va injecter un sclérosant. Mais si on injecte que du sclérosant, on risque de tuer le nouveau-né. La chirurgie, nos amis chirurgiens disent non, c'est pas possible. Là, nos amis dermatologues pédiatres nous disent mais il ne faut pas utiliser le propranolol, ça marche pas. Le sildenafil non plus, mais il faut utiliser le sirolimus, qui est un traitement préventif du rejet de greffe, un immunosuppresseur qui se donne chez le nourrisson par le biberon, tout simplement. Il faut bien sûr tout un suivi que nos collègues médecins font, avec des complications, en particulier les mucites. Et vous voyez le résultat à 2 mois, après la sclérose, mais surtout avec l'association avec le sirolimus, à 5 mois. Et voyez l'enfant, où on avait proposé une interruption thérapeutique de grossesse, malheureusement là, on ne le voit plus, et il était, vous voyez ici sur l'IRM, il n'y a plus de malformation, il y a juste un aspect de peau légèrement boursouflé. Vous voyez ici une autre localisation énorme, refus d'interruption thérapeutique de grossesse, et vous voyez l'enfant 1 an après. Donc ce sont des inhibiteurs de cette cascade d'angiogenèse qui vont se retrouver ici, c'est-à-dire le sirolimus va avoir une action sur la voie mTOR. Maintenant il y a d'autres produits qui sortent qui peut-être seront efficaces sur les artério-veineux aussi. On espère beaucoup. Ça nous a modifié notre prise en charge, en particulier pour les malformations lymphatiques, puisque même on fait le sirolimus en topique. Et ce que je veux dire, pour conclure, c'est que toute cette prise en charge, il faut l'adapter à chaque patient. Les formes simples, le traitement, il est simple. Mais quand on est devant des formes très compliquées où psychologiquement c'est difficile, et pour le patient, et pour le médecin, et ce sont des gens que l'on va voir toute leur vie, on va voir aussi les familles qui souvent se déchirent quand l'enfant est complètement malformatif. Et toute cette prise en charge, il faut le faire dans une équipe pluridisciplinaire. Voilà, je vous remercie. Merci Denis de cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Oui ? Bonjour, bravo pour cette très belle présentation. Une question concernant le produit de sclérose. Quelle est l'expérience que vous avez de la mousse sclérosante avec les toxysclérols ? Ça marche très bien. Ça marche très bien, mais comme moi
moi je l'utilise beaucoup, on l'utilise même dans les kystes anévrismo-osseux, mais il faut faire attention, il y a en périphérie, moi j'ai eu une thrombose veineuse extensive du membre inférieur dessus, donc il faut faire attention, mais c'est un très bon sclérosant qui n'est pas cher et qui est facile à... Mais attention, chez l'enfant, on peut avoir des complications parce que ça joue, c'est un alcool quand même dans le polydocannol et ça joue sur la pompe à proton pour le cœur. J'espère que personne ne va me contredire là-dessus. Et là, vous pouvez avoir des arrêts cardiaques. Moi, j'ai eu plusieurs cas d'enfants de 3 mois, 6 ans, où, après les avoir traités, on a une baisse de tension très importante, jusqu'à 3, 6. Et quand j'en ai parlé avec d'autres amis ils ont eu des décès. Donc attention, c'est pas parce que c'est pas d'alcool absolu que l'étoxy ne peut pas être dangereux chez l'enfant, particulièrement sous anesthésie générale. Est-ce qu'il y a des règles en ce qui concerne la concentration de la mousse sclérosante, les volumes à utiliser? Est-ce que ça doit s'adapter bien sûr peut-être à chaque situation? C'est comme le fût du canon. Oui. Donc il n'y a pas tellement. On essaye de remplir et ce qu'il faut, c'est surtout pas comprimer après parce qu'autrement tout va partir dans la circulation générale. Il faut garder, il faut que ça reste in situ. Il faut éviter de lever si c'est la jambe du patient ou le bras, parce que sinon vous pouvez avoir une vidange extrêmement rapide. Et il y a eu des accidents comme ça. Pas avec les toxines, mais avec un mélange avec de l'alcool absolu, où c'est au passage extubation, passage sur le brancard, la jambe est levée, le produit part et ça entraîne un arrêt cardiaque. Il y a eu plusieurs morts, donc c'est pas anodin. Oui. Oui, moi, Jean-Claude Couffinal, j'ai une petite question, c'est le sirolimus, le mécanisme sur le kyste lymphatique et les expansions lymphatiques. Vous pensez bien que oui, ça me rassure, parce que vous pensez bien que je répète ce que nos collègues dermatologues pédiatres sont beaucoup plus intelligents quand je dis que nous, je dis pas que vous, mais au moins que moi. Et donc c'est sur une cascade d'angiogenèse. Il y a eu toute une étude qui a été faite en 2013 où j'avais pas le temps d'en parler, où tout ce qui était hypervasculaire, tous les patients ont eu du sirolimus, ce qui était assez incroyable. Ça s'est fait aux États-Unis alors qu'on n'aurait jamais pu faire ça en France, de mettre tout le monde n'importe quoi. Et puis ils se sont rendus compte que dans l'eau il y avait des trucs qui marchaient. En particulier, ça améliorait certains veineux, mais ça marchait bien pour les lymphatiques. Et c'est d'où l'idée qu'il y a eu, mais ça a été l'idée à peu près dans les mêmes temps, mais enfin notre dermatologue, de le faire en néonat pour ces malformations qui étaient gigantesques, de dire on le commence là et ça a une action qui est assez remarquable. Après, dans le détail, je peux pas vous... Ah bah non, c'est l'angiogénèse. Oui. C'est les cancéraux. D'accord, sur le lymphatique, l'angiogenèse. Ah bah aussi. Oui, non mais comme des facteurs de croissance, je voudrais te poser une question qui est presque philosophique. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais on est très épaté par ce que vous arrivez à faire et à guérir. Et ma question est de savoir si vous avez une idée prédictive devant une lésion d'un enfant de la probabilité de guérison et qui débouche obligatoirement à ce moment-là sur une autre question. Est-ce que sur l'échographie in utero, on peut dire cette malformation-là, on la laisse vivre, on fera un très bon traitement? Ou est-ce qu'on dit au contraire, c'est vraiment une bonne indication d'interruption de grossesse? Alors, pour les lymphatiques, il y a encore 4-5 ans, quand on voyait ces énormes malformations lymphatiques, je me rappelle d'un cas à Robert Debré quand j'étais à Paris, que j'étais allé traiter, la sclérose ne marchait pas, et c'est Madame Fekete qui l'a opéré 20 fois, ce gamin, avec des greffes de peau de cadavre, 20 fois. Et je l'ai vu revenir quand elle avait 15 ans avec une extension, ça poussait au niveau de sa main, et je pensais que j'allais pouvoir emboliser la main, mais qui était comme un gant de batte de baseball, vous voyez. Et ça se termine par une amputation, elle continue à suinter. Enfin, c'est un cauchemar absolu, donc on était à dire, il faut faire une interruption thérapeutique de grossesse. Puis, il y a eu, je vous dis, coup sur coup, dans la même année, deux couples qui ont refusé et
qui ont disparu puis qui sont revenus pour l'accouchement. Et là, on s'est trouvé face à ces deux gamins, il fallait faire quelque chose. Et maintenant, et à Lyon, j'en parlais avec Laurent Guibaud, qui fait la radiologie pédiatrique interventionnelle, ben, ils font la même chose, ils font plus d'interruption thérapeutique de grossesse pour les malformations lymphatiques. Mais les veineux, je vous ai montré un gamin là, qui a une forme épouvantable. On sait que c'est catastrophique, c'est des formes, ça nous déprime. Vous voyez ce que la petite malformation veineuse, bon, on va la traiter, ça c'est plutôt petite malformation, geste satisfaisant, mais c'est ces grosses malformations ou syndromiques qui sont redoutables. Mais il y a des progrès grâce à la génétique et grâce à ces traitements comme le sirolimus ou bientôt le PIK3CA. Les diagnostics anténatales échographiques, ils ont fait beaucoup de progrès, ou ils peuvent vous dire exactement en anténatal sur une écho quel est le type de malformation, ou c'est une probabilité Alors, il y a des échographistes plus ou moins forts. Il y en a qui sont capables, Laurent Guibaud était capable de trouver le premier cas de malformation capillaire avec extension intracrânienne. Il a vu l'enfant faire des crises d'épilepsie dans le ventre de la mère. Donc là, il sait déjà que il va y avoir un retentissement psychologique, neurologique très important chez cet enfant. bon. Il y a des progrès considérables. Bon, merci Denis de ta présentation. Nous allons passer.